Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Slider, les mondes parallèles. C'est une série de SF américaine en 88 épisodes sur 5 saisons, créée par Tracy Tormé et Robert K. West. Diffusée entre le 22 mars 1995 et le 16 mai 1997 sur le réseau Fox, puis du 8 juin 1998 au 4 février 2000 sur Sci-Fi Channel. En France, les 4 premières saisons ont été diffusées du 16 avril 1996 au 28 mars 2000 sur M6, et la 5e saison, elle, a été diffusée du 28 février au 25 avril 2004 sur 13e rue. Cette série aussi, on a le souvenir qu'elle a été passée entièrement sur M6, mais non, au vu des diffusions, ça n'a pas été le cas. Et en plus, la première diffusion a été bordélique, avec des épisodes même pas diffusés sur la 6. Et l'intégralité de la série, elle, a été diffusée courant 2006 sur Sci-Fi, et rediffusée en 2010 sur Virgin 17, puis en 2021 sur AB1. Et au Québec, elle a été diffusée en 2000 sur Z-Télé. Quinn Mallory, joué par Jerry O'Connell, il vit seul avec sa mère, et il a perdu son père d'un accident de voiture quand il avait 12 ans. Mais en grandissant, il s'avère être un véritable génie de la physique. Pendant ses études à l'université, il passe son temps libre à inventer dans son sous-sol une machine anti-gravité, mais il finit par en construire une capable de créer des vortex qui conduit dans des mondes parallèles où toute l'histoire se passe différemment. Un jour, il veut prouver à son professeur Maximilien Arturo, joué par John Rhys Davies, et à son ami Wade Wells, joué par Sabrina Lloyd, que son invention fonctionne. Il crée un vortex qu'il contrôle avec un timer ou un minuteur qui se présente sous forme d'une télécommande. Elle indique combien de temps il reste à passer dans ce nouveau monde. Au moment de sauter dans le vortex, Rembrandt Brown, joué par Cleveland Derricks, se retrouve pris dans le vortex malgré lui. Ils arrivent dans un monde où il fait froid. Une tornade de glace leur tombe sur le nez et Quinn s'empresse d'ouvrir un vortex pour partir, sans respecter le temps indiqué par son minuteur. Et c'est là que la connerie est faite, ils atterrissent dans un autre monde. Ils ne peuvent plus choisir de retourner dans leur monde d'origine, et ils doivent donc sauter, ils nomment ça glisser, de monde en monde, pour espérer retomber sur leur monde de départ. Et s'ils ne glissent pas à temps dans le vortex, ils resteront bloqués où ils sont. Et pour rajouter du fun, le minuteur indique une durée différente à chaque saut, et certains peuvent durer assez longtemps. Rembrandt, lui, finira par devenir ami avec eux. Il leur en voulait de l'avoir embarqué dans cette galère alors qu'il voulait juste continuer sa carrière de chanteur, à laquelle il essayait de donner un coup de fouet. Et au cours de leur voyage, Quinn et les autres décident de ne plus interférer avec les événements qui se passent dans ces mondes parallèles. Mais Quinn est le premier à ne pas respecter cette règle. Tout ceci va les amener à découvrir des mondes étranges et tomber sur leur propre double qu'ils devront parfois affronter ou s'entraider. Ils auront des ennemis comme les Cro-Mags, une race humanoïde qui a évolué différemment de la nôtre et qui cherche à conquérir toutes les dimensions. Les relations entre eux vont pas mal bouger, Quinn se rapproche de Wade, puis s'en éloigne, il devient ami avec son professeur, qu'il considère comme son père, et Arturo et Rembrandt deviendront très amis eux aussi. Au gré de leur saut, ils rencontreront Maggie Beckett, jouée par Carrie Unger, une exploratrice qui cherche un nouveau monde pour sa patrie. Mais suite à un événement tragique, elle rejoindra l'équipe des glisseurs. Et ils partiront à la poursuite d'Angus Rickman, joué par Roger Daltrey, puis Nell Dixon. C'est un colonel de marine qui vient du monde de Maggie. Ils veulent se venger de lui car il a tué le mari de Maggie. Ils finiront par retrouver leur terre, mais les Cro-Mags l'ont envahi. Plein de révélations vont être faites à Quinn, dont celle qu'il a un frère nommé Colin Mallory, joué par Charlie O'Connell. Wade se retrouvera séparé du groupe, Quinn, Maggie et Rembrandt partiront à sa recherche, et ils se heurteront plusieurs fois aux Cro-Mags. Mais tout ne va pas se passer bien. Pendant une glisse, Quinn fusionne avec son double. Une scientifique, Diana Davis, jouée par Tembi Locke, va essayer de les séparer, mais la tâche s'avère être plus compliquée que prévu. Voilà, c'est le résumé sans spoil de la série, et si vous voulez en savoir plus, eh bien, regardez-la. Donc, la série a été créée par Robert K. West et Tracy Tormé. Robert K. West a expliqué en interview s'être inspiré de séries télé comme The Twilight Zone, ou en VF La 4e dimension, et de The Time Tunnel, en VF Au cœur du temps, The Outer Limits, en VF Au-delà du réel, la version de 1963. Il a aussi cité des livres de SF comme By Hips Bootstraps de Robert Heinlein. Il a même pris des inspirations dans le magazine Mad. Et il dit que s'il devait décrire Slider, il l'appellerait tout simplement The Time Tunnel Sideway. Je le traduis pas en français parce que ça veut plus dire la même chose. Et pour Tracy Tormé, il s'est aussi inspiré de magazines de SF. Et il est très féru d'histoires de mondes alternatifs. Et son travail sur la série Star Trek The Next Generation l'a aussi beaucoup influencé pour les thèmes sociaux que l'on retrouve dans la série. Il prend en exemple l'épisode 8 de la saison 1 de Sliders, un monde au féminin, où tout est inversé. C'est les hommes qui élèvent les enfants et font le travail dit féminin, et les femmes dirigent. Le rêve des féministes de nos jours. La série a eu un tournage compliqué, avec les différents changements d'acteurs au fil des saisons.
il n'y aura qu'un seul acteur à jouer dans les 5 saisons, c'est Cleveland Derricks. Vers la fin de la 2e saison, on commence à voir des changements, avec des éléments de surnaturel qui sont doucement intégrés à la série, avec des enchanteurs ou des créatures fantastiques, comme celles des Cro-Mags, et bien d'autres évidemment. À partir de la 3e saison, la Fox a voulu que la série change et mette l'accent sur l'action plutôt que sur l'intrigue des personnages. Ce changement dans la direction créative de la série n'a pas plu à l'acteur Jerry O'Connell, alors qu'il pensait que les 2 premières saisons s'étaient bien passées. Il ne voyait pas l'intérêt de tous ces changements. Et c'est là que le premier acteur principal du groupe a voulu quitter la série. John Rhys-Davies a déclaré dans une interview en 2016 qu'il avait critiqué l'écriture des scénarios de la série. Il dit, je cite, « Cela aurait pu être la meilleure émission de télévision si les scénarios n'étaient pas un charabia incompréhensible. » Il a aussi dit que la prod était incapable de trouver quelqu'un qui ait lu de l'AICF et donc en écrire. Et c'est ça qui a fait s'écrouler la série. Il a aussi critiqué la Fox qui voulait tout contrôler et bridait le peu de créativité que les scénaristes avaient. Allant jusqu'à prendre des idées d'autres films, on trouve des épisodes similaires au film Tremors, Twister, La Nuit des Morts Vivants et L'île du Docteur Moreau, où ils ont poussé le vice jusqu'à utiliser les mêmes masques que dans le film. Il a dit c'était pas des hommages, mais du pillage. Il y a même un épisode où un scénariste a pris l'idée du pont invisible dans Indiana Jones sans avoir vu le film, et du coup, il ne savait pas que Rhys-Davies avait joué dans le film, alors que lui s'attendait justement à ce que ce soit utilisé comme référence méta dans la scène de l'épisode. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand il a vu les scénaristes regarder le film Spices qui venait de sortir en DVD et les entendre dire qu'on pourrait utiliser telle ou telle scène dans les épisodes. Là, il a craqué et a préféré quitter la série. Et la rumeur dit aussi qu'il a été congédié pour avoir insulté lors d'une fête un dirigeant de la Fox, qui fut plus tard promu à un poste de haut niveau dans le contrôle de la programmation. Et il y a une autre rumeur aussi qui dit qu'il a été licencié pour mettre à sa place Carrie Unger pour attirer les adolescents en chaleur avec une fille sexy. Et pour moi ça dit surtout que John Rhys-Davies est un grand acteur qui n'aime pas faire de la merde et qui le dit quitte à perdre son taf. Et même le co-créateur de la série, Tracy Tormé, a souvent critiqué la direction de cette 3e saison. Il a même dit que la partie 2 de la saison 3 est l'une des pires choses produites à la télévision. Et c'est à ce moment-là qu'arrive David Peckingham, un scénariste qui était un yes man envoyé par la Fox. Et ils ont aussi envoyé un nouveau producteur exécutif, Mark Scott Sykris, qui lui voulait recoller avec l'histoire de Tracy Tormé dans la saison 4. Mais le mal était fait. Tormé ainsi que les co-créateurs Robert K. West et John Landis ont tous quitté la série pendant cette 3e saison. En plus de ça, la Fox a voulu déplacer le tournage de la série, qui était alors effectué à Vancouver, pour la rapatrier à Los Angeles pour réduire les coûts de tournage. Cette décision a eu une incidence dans la série qui, elle, était censée se passer à Chicago. Ils ne pouvaient glisser à pas plus de 2 km de leur point de départ, et bien cette règle a été modifiée dans la série pour qu'ils puissent aller à plus de 400 km autour du point de glisse, ce qui servait aux scénaristes pour pouvoir les envoyer où ils avaient envie. Mais surtout autour et dans les studios de Los Angeles. Cette mutation du tournage a aussi modifié le casting des personnages récurrents dans la série. Par exemple, le barman Elton Stiggs disparaît au bout de 6 épisodes, car il n'a pas suivi la production. Tous ces changements ont fait que la série a été annulée après la saison 3. Et c'est là que la chaîne Sci-Fi a racheté la série. Et du coup, ils ont encore apporté des modifications, rendant la série plus sombre, avec même une règle idiote. Il ne fallait absolument pas qu'un personnage ne pointe une arme à feu sur la tête d'un autre perso. Cette règle était sûrement pour rendre la série plus familiale. Bon, elle paraît absurde, hein, mais bon. Et c'est là que Sabrina Lloyd n'a pas voulu poursuivre la série. Il est même dit d'une personne de son agence qu'elle a été licenciée, car elle était jalouse de Carrie Unger. C'est resté sans commentaire désintéressé, donc on ne saura pas la vérité. Le rôle de Carrie Unger a quand même pris pas mal de place dans la série, donc ça reste possible, allez savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se supportait pas à cause de critiques qu'elle se faisait dans leur dos. David Peckinpah y a vu l'occasion de se séparer de Sabrina Lloyd, pour revenir à une équipe de 4, avec 3 hommes et une femme. En plus, pour la faire revenir, elle voulait une augmentation, et ça n'a pas penché en sa faveur. Donc son personnage dans la série a fini dans un camp de reproduction Cro-Mag. Mais les fans de la série voulaient savoir qu'est-ce qu'il était arrivé à Wade Wells. Pour répondre à leurs questions, ils ont voulu faire revenir Lloyd dans un épisode de la saison 5, qui aurait été centré sur elle. Mais elle a demandé 40 000 $ pour faire cette apparition. Du coup, ils ont annulé sa venue, elle a juste fait des voix off, ils ont utilisé une doublure dans l'épisode Requiem de la saison 5, où cette histoire se passe. Et nous, on revient à la saison 4, où Jerry O'Connell est devenu producteur de la série, seulement pour cette saison. Et on avance à la fin de cette tumultueuse saison 4, où les frères O'Connell quittent le navire, pour se consacrer à leur carrière au cinéma. Enfin,
Ils ont aussi déclaré que, sans Lloyd Reyes Davis et le créateur Tracy Tormey, ils ne voyaient pas l'intérêt de continuer. Et en plus, ils ont demandé une augmentation de salaire qui a été refusée. Donc c'est à partir de là qu'il ne reste plus qu'un seul personnage original, Rembrandt Brown. Le départ des frères a évidemment foutu un bordel monumental dans la série, car elle reposait principalement sur leurs personnages, et ils n'ont pas du tout anticipé la situation. Pour faire sortir les frères de la saison, ils ont brodé une histoire de fusion pour Quinn et pour Colin, ils le font disparaître à la première glisse, condamnés sans ancrage à glisser de monde en monde. Ensuite, la prod a demandé à plusieurs anciens acteurs qui avaient des seconds rôles de revenir pour essayer de redonner de l'intérêt à la série, comme à John Novak, qui jouera un avocat chasseur d'ambulance, ou Lester Barney, le serveur de l'hôtel, et même Zoe McClellan, qui a joué Logan Sinclair dans un épisode, et qui devait servir de personnage récurrent, mais qui avait été dégagée de la série car elle était pas assez sexy, d'après les gens de la Fox. Mais tous ces acteurs ont refusé. À ce moment-là, ils savaient que la série serait annulée. Ils ont du coup économisé sur le budget de certains épisodes, pour le mettre dans le dernier. Ils voulaient faire une grande bataille finale pour clôturer la série. Mais au lieu de ça, ils ont mis le budget dans l'avant-dernier épisode. Ice of the Storm et en VF, un monde prêt à disparaître. Et les nouilles ont quand même trouvé le moyen de finir la série sur un cliffhanger, qui a été proposé par le producteur exécutif Bill Dial et l'acteur Cleveland Derricks. Car pour eux, finir la série correctement n'aurait pas plu aux fans. C'était mieux de leur donner de faux espoirs. Les scénaristes, eux, ont dû se justifier avec une excuse qui ne tient pas la route, car ils craignaient que la chaîne ait perdu tout intérêt pour la série. Ils ne recevaient plus de correction de la chaîne, ils pensaient que plus personne chez Syfy ne lisait les scripts. Et pour tester cette hypothèse, Bill Dial a envoyé un script où il transgressait la règle de ne pas pointer une arme sur la tête de quelqu'un. Et ça a été complètement ignoré. Et le fait qu'elle soit annulée ne leur a pas mis la puce à l'oreille apparemment. Ils étaient persuadés de réussir à avoir une saison 6. Ce qui a échoué, et elle a été annulée alors qu'elle était le programme le plus regardé sur Syfy. La chute d'audience a dû être vertigineuse, j'ai pas trouvé les chiffres, mais pour annuler un programme qui marche, il en faut quand même. Dans le générique, on entend quelqu'un qui murmure « Sliders ». C'est la voix du co-créateur Robert K. West. Elle a été utilisée pendant les 2 premières saisons, après ce sont d'autres acteurs qui vont prêter leur voix pour ce petit murmure. John Rhys Davies n'était pas le premier choix pour jouer Arturo Maximilien. Il s'était fixé sur l'acteur Hector Elizondo, mais il a refusé au dernier moment, à cause du lieu de tournage. Il ne voulait pas aller à Vancouver. Et d'autres acteurs étaient en liste pour jouer Arturo, comme Ricardo Montalban et David Ogden Stiers. Mais au final, il y a eu peu de personnes castées pour trouver la bonne personne. L'acteur John Rhys Davies a eu l'occasion d'écrire un épisode de la série. Jerry O'Connell a aussi écrit un épisode, et il est aussi passé derrière la caméra pour réaliser 5 épisodes de la série. Il avait aussi écrit un script pour un autre épisode qui avait été nommé Narcotica, qui se déroulait sur une terre où la drogue avait été légalisée. Mais le scénario a été rejeté par la production, il sera réutilisé pour en faire une bande dessinée. Le professeur en physique théorique Michio Kaku a expliqué dans l'annexe de son livre The Future of Mind que la série Slider a germé quand un jeune ado a lu un livre. Et ce livre était sûrement Hyperspace, un de ses livres de physique. Mais il n'assume aucune responsabilité sur l'utilisation de ce qu'il explique dans ce bouquin et sur lesquels est fondé le vortex de la série. Car évidemment, ça n'a aucun sens et c'est loin des travaux de Michio Kaku. Jerry O'Connell a dit en interview que la première fois où il a dû jouer le rôle de son personnage et celui de son double, il a fallu 2 semaines de tournage pour arriver à mettre les scènes de dialogue entre doubles en boîte. Charlie O'Connell, qui joue Colin Mallory, aurait dû être en réalité un clone de Quinn, créé par les Cro-Mags, qui avait pour but de servir d'agent double, dans le groupe des glisseurs. Mais cette idée a été abandonnée, et Charlie O'Connell a joué 2 autres rôles différents dans la série, un en saison 2 et un dans la 3. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les frères O'Connell qui ont joué dans la série. Il y a aussi les frères Derricks. Et oui, le frère jumeau de Cleveland Derricks, Clinton Derricks Carroll, est venu tourner les scènes où Rembrandt se retrouvait, avec son double dans les épisodes. Et c'est pour ça que les effets spéciaux ont l'air aussi bien faits. Et oui, c'était réel, et pas du trucage vidéo. Les frères ont même inversé leur rôle pour pousser le truc à fond, sans prévenir les autres acteurs. C'est même Clinton qui glisse avec les autres à la fin des épisodes où il apparaît. Il y a eu un drame sur le tournage de la série pendant l'épisode 6 de la saison 3, Desert Storm, ou Un monde d'eau pure en VF. L'acteur Ken Steinman, qui jouait Cutter, est mort dans un accident de buggy au 3e jour de tournage. Le véhicule s'est renversé et l'a écrasé alors qu'il se déplaçait d'un lieu de tournage à un autre, et l'épisode lui est dédié. Dans l'épisode 8 de la saison 2, Un monde de renommée, à la fin de ce dernier, Arturo se bat avec son double.
et un des deux saute dans le vortex. Et on ne sait pas c'est lequel qui a sauté. Est-ce que c'est celui qui accompagnait les sliders depuis le début de la série ou est-ce que c'est celui de ce monde parallèle? Les théories de fans ont été nombreuses sur ce sujet. Il a fallu attendre des années pour avoir la réponse. Le créateur Tracy Tormé a divulgué que c'était le double d'Arturo qui sautait avec eux, et que l'original était donc resté dans le monde parallèle. Mais ça n'a eu aucune répercussion dans la série, donc ça ne servait pas à grand chose de prendre la tête avec ça. Lors de l'apparition des fameux vortex, il y a une incohérence qui est souvent faite, mais personne n'y fait attention. On voit le vortex aspirer les objets, mais en même temps, on voit que ça souffle assez fortement, décoiffant nos protagonistes, et soufflant des feuilles ou autres débris autour d'eux. Ce n'est pas logique, c'est ou ça souffle ou ça aspire, faut choisir. Mais ils ne l'ont pas fait. Et la télécommande qui sert à activer le vortex est en fait un vieux téléphone portable Motorola, modifié. Et la version modifiée de la 3e saison est une télécommande de télé lambda qu'ils ont bricolé pour en faire un truc futuriste. Et dans le double épisode Un monde d'Exode, ils utiliseront une manette Sega Genesis modifiée pour ouvrir le vortex. On va parler un peu des ennemis principaux de la série, les Cro-Mags. Ils sont l'idée de Tracy Tormé. Il voulait ajouter de grands méchants à la série. L'idée ne plaisait pas à la Fox, il a dû lourdement insister pour qu'elle soit validée. Ils les ont introduits dans l'épisode 12 de la saison 2. C'est une race de primates évolués différente de la nôtre. Leur nom fait penser aux Cro-Magnons, mais les Cro-Magnons sont des Homo sapiens, donc des humains. Les Cro-Mags, eux, ne sont pas nos descendants. Ils sont issus d'un autre hominidé préhistorique. Le professeur Arturo théorise ça dans la série. Ils sont extrêmement portés sur la technologie de pointe et sur leur hiérarchie militaire, dans le but de conquérir le plus de monde qui sont dominés par les humains. Car quand ils commencent à voyager entre les dimensions, ils ont été choqués que autant de monde soit contrôlé par les humains. Ils ont la haine de nous et ont aussi peur de nous. Ils mettront tous les humains qu'ils conquièrent en esclavage ou autre joyeuseté, et pour couronner le tout, ils mangent aussi de la viande humaine. Et leurs morceaux préférés sont les yeux. Leur apparence est assez proche de la nôtre, ça ce sont pour des soucis de budget et de maquillage et d'effets spéciaux. Bon, ils ont quand même la tête marbrée, des gros sourcils et des grandes dents. Et leur style vestimentaire est inspiré des soviétiques ou de la Watermark et même des SWAT américains. Et il y a aussi certains individus Cro-Mag qui sont dotés de pouvoirs psychiques. Ils peuvent projeter des illusions et des suggestions post-hypnotiques dans l'esprit humain, ils peuvent forcer les esprits, c'est des pouvoirs semblables à la fusion mentale des Vulcains dans Star Trek. Et ils ont aussi des pouvoirs de guérison et de télépathie. Voilà pour les Cro-Mag. Si vous voulez en savoir plus, regardez la série. Et la série a eu une seule récompense, pour seulement un épisode. Un Turner Prize pour l'épisode Un monde parfait en 1995. Elle a eu aussi d'autres nominations, un Emmy Award en 1996, et en 1997, elle a été nommée pour un Saturn Award, toujours pour un épisode. Et aucun des acteurs n'a été nommé. Il n'y a pas eu beaucoup de guests dans la série. En voilà une petite liste. On y trouve Nicholas Lea, Robert Englund, Jim Parn, George Gaines, Hiro Kanagawa, Michael York, Nell Flynn, Danny Masterson, Christopher Meyer, Julie Benz, Ben John, Charlie Brill, Melinda Clarke, Corey Feldman et Jeffrey Dean Morgan. Et si j'ai oublié quelqu'un, mettez-le en commentaire. La série a failli être adaptée en film par Robert K. West fin 2000 et début 2001. Il voulait reprendre le casting original des 2 premières saisons. Il a écrit le script et avait contacté les acteurs. Ils étaient assez partants, mais il n'a jamais réussi à convaincre Universal, à qui appartient les droits de la série, de lui donner un budget pour son projet. Plus récemment, en 2019, les rumeurs d'un reboot ont commencé, cette fois portées par Jerry O'Connell et John Rhys Davies. Et ils avaient même convaincu Tracy Tormé, qui a pris le projet au sérieux, et en 2021, lui aussi disait qu'il voulait revenir à l'ambiance de la série avec les 2 acteurs originaux, en plus de 3 nouveaux. Mais les droits sont toujours chez Universal, et en 2024, il n'y a plus trop de bruit sur ce reboot. Donc, on verra bien dans le futur si les 2 acteurs arrivent à faire aboutir cette histoire ou pas. Mais bon, vu la gueule des reboots, en ce moment, il ferait mieux d'attendre encore, ou de repartir sur quelque chose de nouveau. Brad Lineweaver, un écrivain de science-fiction, a repris le pilote de la série pour en faire un roman, où il ajoute quelques passages qui avaient été supprimés du script original. Le livre est sorti en 1996, et Brad a aussi sorti un guide des épisodes sur les 3 premières saisons. La série a aussi été adaptée en comics par Acclaim Comics en 1996. Ils ont sorti 10 numéros. Tracy Tormé envoyait des notes sur des histoires qui n'ont pas été utilisées pour la version télé. Comme ça, le comics aurait des histoires inédites, dont celle dont j'ai parlé précédemment, écrite par Jerry O'Connell. Mais là, ces 10 comics ne sont pas disponibles en français, comme souvent.
et le roman de Brad Landwever n'est pas non plus disponible en français. Il n'y a pas beaucoup de produits qui ont été faits sur la série. On trouve des cartes à collectionner produites par Inkworks en 1997. Il y a des posters sortis dans quelques magazines, mais il n'y a pas de figurines, juste quelques-unes faites par des fans, donc rien d'officiel. L'intégrale de la série est disponible en DVD pas trop cher, donc pas trop de soucis pour la trouver. Il y a une version Blu-ray qui est sortie, mais seulement en Allemagne et en anglais. Pas de VF dedans. Dommage, comme d'habitude. Elle est pas non plus disponible sur les plateformes de streaming françaises au moment où j'écris cette vidéo. On doit la musique du générique à Danny Lux. Bon, c'est pas le générique le plus marquant du monde, et il a aussi fait la musique pour 52 épisodes. Il n'était pas seul à travailler sur celle-ci, évidemment. Il y a eu Stephen Graziano, qui a fait 19 épisodes, Mark Mothersbaugh, Anthony Miralli, qui ont fait 7 épisodes chacun, et Dennis McCarthy, qui en a fait 2. Et c'est ce dernier qui a sorti en 2007 une bande originale de la série, qui est basée sur les 2 premiers épisodes de la série, sur ceux qu'il a travaillé évidemment, et c'est la seule disponible. Il n'y a rien d'autre sur la musique qui a été fait en CD. C'est très limité à ce niveau-là. Bon, cette série avait du potentiel, qui fut gâché par les producteurs, qui ont fait fuir leurs acteurs, chose peu commune. C'est bien dommage, car ils étaient en avance sur leur temps, avec leur thème du monde parallèle qui est maintenant beaucoup trop exploité par Marvel et DC Comics, dans leurs films et séries respectives. Moi, personnellement, j'ai regardé pas mal d'épisodes, mais pas de façon assidue. J'aimais bien, mais c'est vrai qu'il y avait des épisodes pas terribles, donc s'il y avait mieux sur une autre chaîne, je zappais sans scrupule. Les effets spéciaux ont aussi un peu vieilli, mais bon, c'est pas très grave pour ce genre de série, hein. Ça ne dérange pas plus que ça. Il y a de bonnes idées du chrony, pour ceux qui aiment ce genre de truc, c'est un bon kiff à voir quand même. Dites-moi si vous avez aimé la série, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements, les partages, les abonnements soutien, les super merci. Merci à mon tipeur et mes soutiens YouTube. Si vous êtes abonné soutien sur YouTube, vous aurez le droit à voir les vidéos en avance. Et sur ce, moi je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.